1 milliard de personnes, c'est le nombre de patients qui souffrent d'apnée du sommeil dans le monde et moins de 15% sont aujourd'hui traités. Aujourd'hui, on va voir comment une entreprise transforme cette épidémie silencieuse en une machine à cash phénoménale, dont le chiffre d'affaires augmente chaque année sans interruption depuis 1995. Et vous allez comprendre pourquoi, malgré l'arrivée de nouveaux médicaments, votre simple monde connecté pourrait bien leur devenir leur meilleur commercial. On analyse tout ça, bienvenue sur Logic Invest, vous l'avez compris. Aujourd'hui, on passe au crible la société ResMed. Mais petit disclaimer, les amis, avant de commencer ce deep dive, investir comporte des risques de perte en capital et vous êtes le seul maître de vos investissements. Faites bien attention. Moi, j'ai créé ma méthodologie en 2024 tout simplement pour essayer d'investir convenablement et je l'ai mis en exergue sur ma poche quality, ma poche dividende. À partir de 2025, on ira voir un petit peu les chiffres. Et pourquoi j'ai fait ça? Je crée une thèse d'investissement simplement pour comprendre le business model. Si je ne le comprends pas, je ne rentre pas sur la société. Pour aussi, dès qu'on veut investir, on veut essayer de faire une projection de croissance tout simplement du business model. On veut aussi définir si l'entreprise, je veux définir dans ma thèse d'investissement si l'entreprise a un rempart concurrentiel, définir les trois plus gros risques. Pourquoi? Parce que si on ne les définit pas, on peut tomber amoureux d'une boîte et ou à la première embûche, le jour où elle va se prendre à moins 20%, on n'aura pas vu les risques et on va être tenté de la vendre. Et in fine, quand j'ai créé tout simplement mon deep dive, que j'ai créé ma thèse, je dois répondre à une question et à une seule question. Est-ce que j'ai une conviction? Si j'ai pas de conviction, je n'investis pas. La différence entre quelqu'un qui investit juste en regardant le quantitatif d'une boîte, en se disant voilà, les chiffres ils sont merveilleux, ils sont beaux, c'est très bien, j'investis, c'est qu'en fait vous n'avez pas de conviction. Donc quand vous allez vous prendre un moins 20%, vous n'allez pas savoir pourquoi. Et vu que vous n'avez pas de conviction, vous allez être tenté de vendre. Alors qu'en fait, un moins 20%, vous rouvrez votre thèse, vous avez votre thèse qui est inchangée. C'est une formidable raison de tout simplement réinvestir sur la boîte et d'accumuler cette société parce qu'en fait votre thèse elle est toujours à jour, c'est juste un moins 20% passager et comment dire, les facteurs de croissance de la boîte sont toujours là. Donc c'est ce qui va vous différencier de quelqu'un qui investit juste en regardant le quantitatif de quelqu'un qui a vraiment une conviction. Et c'est à ce moment-là justement que là vous pourrez investir. Donc voilà, maintenant qu'on a dit tout ça, petite présentation un petit peu hop de moi, ma perf quality, qui est enfin de ma méthodologie sur ma petite comment dire ma petite catégorie quality dans mon portefeuille. Donc j'ai trois catégories, une partie dividende, une partie quality, une partie ETF. Et on voit que sur cette partie quality, depuis que je fais ma méthodologie, bon bah on a écrasé le S&P 500. Je suis pas en train de dire que je suis meilleur investisseur. L'investissement c'est un marathon. On a fait 1 kilomètre une année. Il nous en reste encore 41 à parcourir, donc on va être tout simplement, hop, on va pas se vanter, mais voilà, la méthodologie, elle a marché et elle remarchera. Il faut tout simplement faire une thèse d'investissement et s'y tenir. Pareil pour la partie dividende, hein, on a bien surperformé le S&P 500. Encore une fois, c'est une année, on va devoir le faire maintenant pendant le plus longtemps possible, hein. 40 ans devant nous, ça c'est pas impossible, mais ça va être dur, il faut le savoir. Mais voilà pourquoi je fais tout simplement une thèse d'investissement, c'est pour avoir une conviction. Si je n'ai pas de conviction, je n'investis pas. Autre chose, les amis, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes plus de 500 à vous être abonné à la chaîne, ça fait énormément plaisir. Vous retrouverez tout simplement maintenant tous les, comment dire, les deep dives totalement gratuitement. Ils seront sur le Discord communautaire de la chaîne. Vous avez le lien en description, c'est totalement gratuit. Vous allez sur le Discord, vous retrouverez tout simplement les deep dives ici, hein. Donc je donne maintenant mes deep dives juste à la communauté. Au lieu de les mettre en description de la vidéo, je les mets sur le Discord. Ça ne change pas grand chose pour vous. N'hésitez pas à me follow sur tous les réseaux, que ce soit sur X, sur Instagram, etc. Ça fait énormément plaisir. Maintenant, côté présentation, on va parler de ResMed. ResMed, qu'est-ce qu'elle fait? C'est le leader mondial de la santé numérique et des dispositifs médicaux pour le traitement des troubles liés au sommeil, les amis. Principalement l'apnée du sommeil et la bronchopneumonie chronique obstructive et d'autres maladies chroniques. J'ai fait ce deep dive parce que ma compagne travaille dans le médical et elle est, comment dire, elle travaille énormément avec les produits ResMed pour lutter justement contre les apnées du sommeil. Donc elle m'a aidé dans ce deep dive. Donc la création de la boîte 1989, hein, en Australie, introduction en bourse en 95, le siège San Diego, Californie, USA. Ils sont présents dans 140 pays, en croissance, le chiffre d'affaires ininterrompu depuis 30 ans. Et l'entreprise ne vend pas seulement du matériel, elle se définit comme une entreprise de santé numérique avec plus de 21 millions d'appareils connectés dans le monde, les amis. Le business model de ResMed, c'est quoi? Il est particulièrement robuste et il repose sur un mélange de vente d'équipements et de revenus récurrents. On peut le diviser en trois segments majeurs. Et moi, c'est ce que je voulais dans ma poche quality. Je vous dirai à la fin de la vidéo si j'ai ajouté ResMed à mon portefeuille ou si je la garde en watchlist. Je veux une société, en fait, qui, peu importe si vous avez une récession, peu importe ce qui se passe dans le monde, a des revenus récurrents, des revenus stables, qui ne sont pas que de la tech. Donc voilà pourquoi j'ai encore deux places en portefeuille dans la poche quality pour essayer de trouver des business un petit peu, on va dire,
résilient, peu importe si vous avez une récession, les gens se font toujours soigner. Numéro un, donc on a en business model les appareils, c'est la vente de machines. Donc le modèle c'est quoi? On a une vente ponctuelle de tous les 5 à 7 ans, c'est la porte d'entrée du patient dans l'écosystème ResMed. Donc en fait c'est des petites machines hein, avec liées à un masque, et en fait vous mettez votre petite machine le soir et vous dormez. Ce qu'il faut comprendre sur l'apnée du sommeil, c'est que vous avez euh, plusieurs types d'apnées, on va dire les apnées sévères, enfin voilà, les apnées sévères, c'est au-dessus de 30 apnées par heure, donc de 30 à 100, on appelle ça des apnées sévères. Vous devez être appareillé, hein, donc vous avez un petit masque et vous dormez et ça vous envoie comment dire, de l'oxygène la nuit et vous vous réveillez, vous êtes beaucoup moins fatigué et ça a une meilleure incidence sur votre santé. Et les apnées, on va dire modérées, entre 0 et 30, là vous avez ce qu'on appelle des avancées mandibulaires. ResMed en fournit aussi, c'est une espèce de, on va appeler ça un dentier, quoi, bref. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur les apnées sévères, vous devez être appareillé. Donc, une fois que vous avez que ResMed vend ses appareils, vous avez le segment consommables et accessoires. Donc, on aura des ventes de masques, tuyaux, filtres, réservoirs et d'eau. Et ces éléments s'usent et doivent être changés régulièrement tous les 3 à 6 mois, selon les recommandations. Cela génère un flux de trésorerie constant et prévisible. Et on a le segment 3, les solutions logicielles. Donc ResMed a investi massivement dans les logiciels pour gérer les patients à distance. Donc on a les plateformes cloud pour les médecins et les prestataires de santé. Et le modèle de revenu, c'est des abonnements. Ces outils permettent de suivre l'observance du traitement par le patient en temps réel. Cela crée un coût de changement très élevé. Une fois qu'un hôpital ou un prestataire utilise le logiciel pour gérer des milliers de patients, il est très difficile d'en changer. Et justement, ResMed a profité comment dire, l'unique entre guillemets concurrent, Philips, a eu des problèmes sur ses machines. ResMed, en gros, Philips a dû retirer énormément de machines du marché. ResMed en a profité et ResMed a verrouillé des milliers de patients justement avec ces modèles de logiciels. Et là, ils ont été très intelligents là-dessus. Donc, on va passer hop au segment et au revenu. Donc, le segment d'activité sur Bagger, en fait, il se divise en 4. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le device et revenu est coupé en deux. Parce qu'en fait, en gros, les revenus bleus, c'est les machines. Vous avez une part du revenu en jaune qui part dans les machines et une autre qui part dans les masques et autres revenus. Et on a les logiciels qui sont quasiment à 7% du CA. Donc voilà pourquoi moi j'ai préféré couper en 3. Donc on va revenir ici, voilà. Donc le segment acquisition, donc les machines, il y a une croissance moyenne en CAGR de 9 à 11% par an. L'opportunité historique, hein, comme on l'a dit, Philips a dû retirer ses machines du marché pour des problèmes de sécurité. ResMed a raflé des parts colossales. Donc on a un cycle de renouvellement, hein, c'est un petit peu comme l'iPhone. On a l'AirSense 11 qui est arrivé sur le marché. Donc les gens en 2025-2026 vont acheter massivement, enfin vont changer justement de machine. Parce qu'on a vu, hein, les machines sont prévues pour 5 à 7 ans, donc c'est assez long. Donc c'est une croissance moteur, elle n'a pas besoin d'être la plus rapide, elle a juste besoin d'être constante. Pourquoi? Pour alimenter les deux autres segments que sont le segment masque et accessoires. Là par contre on a une croissance beaucoup plus haute, comme on l'a vu, il faut changer les filtres, il faut changer les masques beaucoup plus souvent. Donc on a une croissance en CAGR de 14 à 16% par an, hein. Donc là c'est clairement l'effet boule de neige. Plus ResMed vend de machines, plus la base de patients qui ont besoin de masques augmente. C'est résilient, même quand il y a eu des pénuries de composants électroniques pour les machines, les masques qui sont du plastique médical ont continué de se vendre sans interruption. Donc conclusion, c'est quoi? C'est que le segment qui assure la stabilité des revenus, et c'est une croissance prévisible et à haute marge. Donc là, ce segment 2 et ce segment 3, il est drivé par la croissance du segment 1. Et c'est ce qu'on va essayer de voir dans ce deep dive. Est-ce que la croissance du segment 1, on peut l'établir et à combien elle serait? Et justement, bon, on a le segment 3, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais en CAGR, il est de 18 à 22%. C'est le segment qui affiche la plus forte croissance du groupe. Après, il partait de tellement bas, donc c'est assez simple de faire énormément de croissance. On a eu la digitalisation de la santé depuis 5 ans, une acquisition stratégique. ResMed rachète des boîtes comme Somnowhere en 2023 pour renforcer cette hégémonie. Et conclusion, c'est une croissance stratégique parce qu'en fait, ce segment transforme ResMed d'un simple fabricant de machines en un géant technologique indispensable. En gros, il verrouille l'acquisition des clients grâce à ce segment, les amis. On a aussi les revenus par région. Donc on voit qu'au niveau des États-Unis, voilà, ils ont vraiment un gros parc de clients et le revenu international est un peu plus bas. Et en CAGR, on est à 14%, enfin un petit peu moins de 14% pour les États-Unis, 9% de croissance en CAGR sur les revenus internationaux. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a énormément de croissance aussi à aller chercher à l'international pour ResMed. Et on ira voir justement, même aux États-Unis, il y a un pool de croissance de dingue. Pareil pour les activités de revenus. Sur les 10 dernières années, on est en croissance
à 2 chiffres sur tous, comment dire? Sur tous les secteurs d'activité, donc c'est très, très intéressant les amis. Maintenant, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est est-ce que, le business a le vent dans le dos ou, est-ce que le business va tout simplement mourir parce que, bah, tous les gens ont été diagnostiqués et c'est fini? Donc, l'apnée du sommeil, voilà, on va expliquer un petit peu ce que c'est rapidement, je suis pas médecin. Donc l'apnée obstructive du sommeil, c'est, un trouble où les muscles de la gorge se relâchent de manière excessive pendant le sommeil, bloquant physiquement les voies respiratoires. Donc la fréquence, hein, cela peut se produire de 30 à 100 fois par heure dans les cas sévères. Les causes principales, on a l'anatomie pardon, en 1, on a le poids, c'est la cause numéro 1. L'excès de graisse autour du cou comprime les voies respiratoires. Donc vous l'avez compris, les gens obèses auront plus de facteurs de chance d'avoir des apnées du sommeil, sévères notamment. Donc là, j'ai le sexe, hein, les hommes et les personnes de plus de 50 ans sont plus à risque. Donc pareil, un vieillissement de la population auront plus tendance à venir faire gonfler le nombre de personnes qui peut être diagnostiquées et justement avoir de l'apnée sévère et une mauvaise hygiène de vie aussi. Donc les risques, pourquoi c'est grave? On a de l'hypertension artérielle, une arythmie, un risque d'infarctus et d'AVC multiplié par 3 dans les formes sévères. Donc c'est pas rigolo du tout. Faut vraiment se faire soigner quand on est malade de l'apnée du sommeil. On a une forte corrélation avec le diabète de type 2 et la résistance à l'insuline. Et on a une fatigue chronique le matin, parce que bah, bien évidemment, hein, tu te réveilles je sais pas combien de fois par heure dans les apnées sévères, et un patient non traité a 2 à 7 fois plus de risque d'avoir un accident de la route. Et tu as des problèmes mentaux aussi, hein, parce que bah, le cerveau ne peut jamais entrer en sommeil profond réparateur. Donc les gens, moi j'en ai autour de moi depuis qu'ils se sont fait traiter, ils revivent. Et ils emmènent leur foutu matériel partout, en fait, même quand ils voyagent en avion. En fait, enfin moi dans ce qu'ils m'ont dit, c'est que tu te réveilles, tu n'es plus fatigué. Les mecs qui se réveillaient, c'était carpette. Ils étaient complètement flingués et en fait, ils avaient l'impression que c'était normal. Et ils se sont fait diagnostiquer et leur vie a complètement changé. Donc les chiffres dans le monde, le gisement de croissance, on a surtout 80% des gens qui ne sont pas diagnostiqués dans les pays développés, c'est de la folie. Et dans les pays émergents, hein, on est à plus de 95% des gens non diagnostiqués, donc c'est quand même impressionnant. On a aussi la projection de croissance de l'obésité mondiale. Donc actuellement, on a 16% d'obésité dans le monde. On arriverait à x2, même plus de x2 en 2056. Donc on aurait potentiellement un doublement des gens, comment dire, obèses. Donc on aurait un doublement comment dire, du potentiel de nombre de gens touchés par les apnées du sommeil. Idem pour le vieillissement de la population. Actuellement, on est sur du 10% de la population qui a plus de 65 ans et plus. Et on arriverait à quasiment un petit peu moins de 20%, on serait sur du 18% de vieillissement de la population horizon 30 ans, et horizon 2100, on arriverait même à 22%. Donc on a vraiment le vent dans le dos en termes de secteur de croissance comment dire, dans ce que fait ResMed, dans la maladie qu'elle traite. On a par contre en menace les médicaments GLP-1, mais en fait le board et ces médicaments sont arrivés, on va dire, fortement après 2021. Et c'est vraiment un vecteur de croissance. Pourquoi? Comme on l'a dit, on a 80% de gens qui ne sont pas diagnostiqués. Donc en fait, le fait d'aller chercher des médicaments pour essayer de maigrir, ben, les médecins leur envoient faire quoi? Leur envoient faire des tests d'apnée du sommeil. Et en fait, c'est un catalyseur de croissance parce que ça pousse des gens qui ne se feraient pas diagnostiquer ces médicaments à se faire diagnostiquer. Et en fait, ResMed, on va dire leur seule solution pour essayer de chercher énormément de croissance, c'est que des gens se fassent diagnostiquer. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est que plus vous avez des gens qui vont prendre du GLP-1, plus les médecins vont les envoyer se faire diagnostiquer, plus vous avez une prise de conscience et des gens qui iront se faire soigner. Donc clairement, le board l'a dit, hein, c'est une opportunité. Et les Lilly Novo Nordisk dépensent des millions en publicité, cela pousse des millions de gens justement à consulter pour leur poids et à terme à se faire traiter. On a aussi l'apnée résiduelle, hein, c'est le point clé, même après une perte de poids massive, beaucoup de patients restent en apnée. Une réduction donc de 60% de l'apnée chez un patient sévère ne le guérit pas, elle le fait passer de très grave à modéré, mais elle a toujours besoin d'une machine pour protéger son cœur. L'observance, c'est pareil, hein, il est prouvé qu'un patient moins obèse supporte mieux son masque et sa machine. Le taux d'abandon du traitement est meilleur avec les patients qui prennent du GLP-1. Donc en fait, ce qu'on a observé depuis l'arrivée de ces médicaments-là, c'est qu'on a une tendance au traitement combiné médicament plus machine. C'est le combo le plus efficace pour réduire le risque d'AVC. Donc en fait, clairement, le médicament est un vecteur, et exactement comme vos montres connectées. Ça pousse les gens justement à avoir comment dire, des, euh, des petits messages, attention, vous pouvez être facteur à une apnée du sommeil, faites-vous dépister, etc. Et ça pousse de plus en plus de monde à l'être.
Donc on a un nouveau médicament aussi qui arrive sur le marché, le Sultiane. En gros, ça va être un médicament, lui, qui va directement agir sur le fait de faire des apnées du sommeil. Comment ça marche? Il stimule le système nerveux pour maintenir les muscles et les voies respiratoires ouverts et sensibilise le cerveau au niveau de CO2, forçant une respiration régulière. Et en gros, les résultats de ce médoc-là ont été donnés. On a une réduction moyenne d'environ 40 à 50% du nombre d'apnées par heure. Donc à voir exactement si ça marche, mais même une réduction de 50%, comme on l'a expliqué, si vous avez 60 apnées comment dire, du sommeil par heure, vous tombez à 30 et à 30, vous avez toujours besoin du masque. Donc encore une fois, ces médicaments-là, ça va être en fait un traitement combiné. Donc clairement, la tendance, ça va être plus de gens se font dépister. Et en fait, ça va pas flinguer des parts de marché, au contraire, ça va les augmenter. Tout ce qui peut faire, tout ce qui peut faire plus de gens diagnostiqués va améliorer le chiffre d'affaires de ResMed. Donc c'est pour ça que je l'avais dit, pourquoi ce n'est pas un ResMed killer. Et surtout, est-ce que les gens vont accepter au lieu d'avoir un masque? Une fois que tu es habitué à ton masque, moi tous les gens autour de moi qui ont, qui ont ces machines-là, que ce soit du ResMed ou du Philips, disent qu'ils sont mis une semaine ou deux à s'habituer. Une fois qu'ils sont habitués, sachant que les masques sont de plus en plus petits, les machines sont de plus en plus petites, etc., ils en sont très contents et en fait ils ont même plus l'impression d'avoir un masque. Le problème de prendre un médoc, c'est qu'il y a des effets secondaires. Est-ce que les gens vont accepter de prendre des effets secondaires pour se passer d'un masque la nuit? À voir. Sachant que, encore une fois, c'est pas parce que tu prends ton médicament que tu n'as pas besoin du masque. Donc pour moi, clairement, ce n'est pas une menace et au contraire, c'est un vecteur de croissance. On va aller, hop, maintenant passer justement au potentiel de croissance. Maintenant qu'on a dit tout ça, on voit qu'on a quasiment 1 milliard de personnes non diagnostiquées, non traitées. On a 100 à 150 millions de personnes diagnostiquées. Donc focus sur le sévère. C'est exactement ce que traite RENMES, les gens qui sont en apnée sévère. Donc sur un milliard de personnes atteintes, on estime environ 425 millions souffrent d'une forme modérée à sévère. C'est le cœur de cible prioritaire pour les entreprises comme ResMed. Donc le marché américain, on pourrait se dire, ça y est, ils ont fait le gros de leur part du CA aux États-Unis, le marché est saturé. Bah non, en fait, sur 30 millions d'adultes concernés, seuls 6 millions sont diagnostiqués. Cela signifie que même dans un pays développé, le réservoir de croissance est de 80%. Donc sur la période 2020-2025 où Philips s'est pris les pieds dans le tapis, la base de patients connectés a cru de 28% par an en moyenne. Donc moi, ce que j'ai fait pour avoir un calcul simple, c'est que j'ai pris des dépistages annuels de 12 millions de personnes, sachant qu'actuellement on est entre 10 à 15 millions, et ça va surtout en grandissant en fait la base de dépistage annuel. Et moi sur les 5 prochaines années, je suis parti sur un chiffre médian de 12 millions, on va se protéger. On va être vraiment conservateur. La part des cas sévères, elle reste à 40%, parce qu'actuellement elle est de 40%, donc je vois pas pourquoi après il y aura moins ou plus de cas sévères. On reste sur 40% de cas sévères. Donc 40% de 12 millions, ça nous donne quasiment 5 millions de patients sévères par an. La part de marché de ResMed actuellement, elle est de 60%. On va dire qu'ils perdent 10% de part de marché. Il y a Philips, il y a peut-être des nouveaux médicaments, voilà. On leur enlève 10% de part du marché. Donc ça leur ferait 2 400 000 personnes, nouveaux patients chaque année. Donc l'impact sur la croissance de ResMed. Donc si on projette ce chiffre sur la base actuelle de patients, on aurait un taux de croissance de quasiment 7%. Sachant que ce taux de croissance-là, c'est le taux de croissance des patients. Ce n'est pas le taux de croissance de chiffre d'affaires. Sachant que sur ce taux de croissance-là, vous avez une partie justement. Ça va verrouiller quoi? Ça va verrouiller les machines. Et en fait, ce chiffre d'affaires-là, je pense, de 7%, il peut facilement être de 9 à 10%. Pourquoi? Une fois que vous avez vendu votre machine, vous l'avez compris, c'est ce qu'on a vu dans le segment revenu. Vous vendez les masques, les réservoirs, etc. Donc là-dessus, on n'a pas de problème. Et pour moi, sur les 5 à 10 prochaines années, on a énormément de croissance possible à aller chercher. Donc en étant très conservateur, je pense que 7% de temps de croissance de patients, c'est largement faisable. Et on peut estimer que ce 7% de taux de croissance de patients peut se transformer en 10% de chiffre d'affaires. Et c'est exactement ce que nous dit le board en plus. On va aller le voir justement. Le plan d'action pour les 5 prochaines années. Donc on a des rémunérations en action. Priorité au cash. Donc le board, ce qu'il nous a annoncé, c'est qu'on va avoir des rachats massifs d'actions, 600 millions de rachats d'actions sur l'exercice 2026 et au-delà. Au moins 600 millions, et ils ont dit au moins 600 millions, donc ça peut être plus. On a aussi des dividendes en augmentation.
Voilà, en restant aligné sur la croissance des bénéfices. Objectif financier, une croissance annuelle entre 7 et 9% du chiffre d'affaires. Je pense que ce chiffre-là peut être largement, comment dire, largement tenable. Croissance des bénéfices, le board vise une croissance des bénéfices supérieure à celle du chiffre d'affaires grâce à l'amélioration des marges. On ira voir si c'est le cas ou pas. Marge brute entre 59 et 63%, donc des très bonnes marges brutes. La stratégie d'investissement et R&D. Donc R&D massif encore, 7% de son chiffre d'affaires. On a l'acquisition aussi de certaines entreprises et l'argument que nous a répété le board, c'est le GLP-1, donc les maladies, enfin les médicaments pour réduire l'obésité, sont un vecteur de croissance, les amis. Et ça, là-dessus, on peut les croire, hein, on l'a déjà vu. Et on ira le voir dans les chiffres. Donc j'ai fait un onglet entreprise VSIA. Qu'est-ce que l'entreprise peut attendre de l'IA et est-ce que l'IA peut apporter des risques à l'entreprise? Donc moi j'ai noté 3 opportunités. On a l'hyper-personnalisation grâce à l'IA intégrée dans les applications. ResMed propose un coaching en temps réel. Bon, un patient coaché par l'IA a un taux d'observance beaucoup plus élevé. Cela signifie plus de ventes de masques et d'accessoires. L'observance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que est-ce que votre client, c'est bien beau de vendre une machine, enfin de lui filer une machine, mais est-ce que le client va accepter son traitement et va le continuer? Et en fait, grâce à l'IA intégré dans les applications, on voit que les clients ont beaucoup plus de, comment dire, de taux comment dire, à bien observer leur traitement. On a le diagnostic prédictif, et ça, c'est la chose la plus intéressante chez RedMess. On l'a vu, on a énormément de croissance possible à aller chercher, mais il faut aller la chercher. Et justement, ResMed utilise l'IA pour analyser les données provenant des montres connectées et des tests à domicile, et l'algorithme peut identifier les signes d'apnée avant même que le patient n'aille voir un médecin. Cela permet de nourrir le tunnel de vente en identifiant les millions de patients non diagnostiqués. On a aussi l'expansion des marges, ça on ira le voir plus tard. Les 3 risques maintenant pour l'IA via l'IA pour ResMed. On aurait aussi un risque de retard réglementaire ou surtout de procès en cas d'erreur de diagnostic automatisé grâce à l'IA. Donc là, il y a un risque, il faut en avoir conscience. On peut avoir des risques de procès. On aura un risque aussi de fuite de données dans la cybersécurité. Et ça viendrait détruire la confiance des patients et des médecins. Donc attention là-dessus, il y a un risque, il existe. On a aussi un biais algorithmique, hein, si les modèles d'IA de ResMed ont été entraînés notamment aux États-Unis. Ils pourraient être moins efficaces pour d'autres ethnies ou de types de morphologie. Bon, c'est un plus petit risque, mais les 2 risques liés à l'IA, c'est un problème de cybersécurité et de responsabilité médicale. Pour moi, ils sont beaucoup moins gros que les opportunités. Je pense que ResMed a beaucoup plus d'opportunités liées à l'IA que de risques, mais il y a quand même des risques, il faut les voir. Maintenant, les 3 plus gros risques de la boîte. On a un risque de substitution de médicaments. Je l'ai noté, le marché en avait pris conscience à un moment donné. Mais pour moi, c'est vraiment un risque qu'il ne faut pas négliger, mais il est pour moi anecdotique, pardon. On a le retour par contre de la concurrence, le réveil de Philips, et là ça peut être un plus gros risque. C'est pour ça que j'ai décidé d'enlever 10% de nouveaux patients traités pour ResMed, parce que Philips, ils vont arriver, ils vont essayer surtout, à mon avis, de baisser ses prix de vente par rapport à ResMed pour essayer de rechoper des parts de marché. Là où ResMed est fort, c'est qu'ils ont verrouillé tout le monde avec le SaaS. Donc pour moi, Philips va pas regagner des parts de marché par rapport à ResMed. Ils vont gagner des parts de marché, Philips, mais par rapport à, comment dire, à tout le panel de gens qui ne sont pas diagnostiqués. Donc ils vont réussir à revenir, ils vont gagner des parts de marché. Un petit peu comme le cloud. Le cloud actuellement, tout le monde gagne des parts de marché. Pourquoi? Ils ne se bouffent pas des parts de marché entre eux, les hyperscalers. Ils prennent des parts de marché parce qu'on a une croissance énorme. Et là, c'est exactement pareil. Donc on a un risque aussi, on a comment dire, un concurrent chinois va prendre des parts dans les marchés émergents. C'est pour ça que les marchés émergents, j'en ai quasiment pas parlé. Je ne le prends même pas en compte. Si ResMed arrive à aller flinguer des parts de marché et aller justement dans les marchés émergents, c'est tant mieux pour nous en tant qu'actionnaires. Mais nous, on reste vraiment full concentré sur les marchés comment dire, États-Unis into Europe et vraiment les pays riches. Et si ResMed arrive vraiment à défoncer, à perforer le risque, enfin les marchés émergents, bah ça sera tant mieux pour nous. Et on a en 3e risque la pression sur les remboursements. C'est pour moi le plus gros danger. Un changement de réglementation qui obligerait les fabricants à prouver une efficacité accrue via l'IA pour débloquer des paiements pourrait augmenter les coûts de conformité pour ResMed. Là où je suis un petit peu moins inquiet, c'est clairement les États-Unis bah, vont toujours, même s'ils ne le disent pas, hein, mais ils vont toujours favoriser leur entreprise. On l'a vu avec Lilly et Novo Nordisk.
Novo Nordisk avait énormément de parts de marché, ils se sont pris un petit peu les pieds dans le tapis, et les Lilly a sorti son médicament, ils ont été mieux remboursés à un moment donné par les États-Unis, et Novo Nordisk s'est cassé la gueule. Donc il y a des risques à voir un petit peu clairement, hein, une fois que vous avez, que j'ai ou que vous avez l'entreprise en main. Est-ce qu'un réveil de Philips arrive et viendrait totalement disrupter ResMed? Est-ce que c'est sérieux ou pas? Si on le voit dans les prochains trimestres, là, il y aurait peut-être à se dire, bah, est-ce qu'il faut que je rentre? Est-ce qu'il ne faut pas que je rentre? Est-ce que je vends? Et la pression sur les remboursements, mais clairement pour moi, les risques sont maîtrisés du côté de ResMed. Maintenant, on va aller voir un petit peu le MOT, le rempart concurrentiel. Moi, j'ai mis une note de 20 sur 25. Vous pouvez être d'accord ou pas avec moi, mais pour moi, clairement, coup de changement, on a un 5 sur 5. Le verrou logiciel, l'intégration des plateformes rend le transfert de données complexe et il emprisonne les prestataires de santé. Actifs intangibles, oui, 5 sur 5. Brevet et confiance, un millier de brevets sur le flux d'air, réputation standard de sécurité mondiale suite aux défaillances de Philips. Pour moi, Philips s'est pris les pieds dans le tapis, ça va être très difficile de revenir, un petit peu comme Novo Nordisk face à Eli Lilly. Barrière réglementaire, pour moi, oui, on est de 5 sur 5. Le oligopole est protégé. Les certifications et les années d'essai cliniques empêchent toute nouvelle startup de venir disrupter un marché rapidement. On a un avantage de coût, on va aller l'avoir dans la marge brute, mais pour moi, oui, il y a l'avantage de coût, 5 sur 5. Effet de raison, j'ai mis non, car les data améliorent le produit, mais l'ajout d'un patient n'augmente pas la valeur immédiate pour les autres utilisateurs. Donc clairement, un rempart concurrentiel très solide du côté de ResMed, j'ai noté un 20 sur 25. Je crois que c'est quasiment, la meilleure note que j'ai donnée à une boîte en termes de motte sur tous mes deep dives. Il me semble, alors je peux peut-être me tromper. Maintenant, on va passer au volet quantitatif, parce que c'est bien beau d'avoir une très belle thèse, mais il faut aussi que ça se rejoigne sur le papier. Donc on a vu les revenus, ils sont en augmentation de 11% par an sur les 10 dernières années, c'est très en CAGR, c'est très bien. Les bénéfices, on est sur du 15% par an sur les 10 dernières années. Maintenant, ce qu'il faut aussi prendre en compte sur les bénéfices, c'est qu'il faut faire attention à un truc. On va, hop, se mettre jusqu'en 2020. Et on va voir qu'on a du 23% en CAGR, c'est hop, 17%, pardon, c'est très bien. Par contre, si on dézoome un petit peu et qu'on va voir un petit peu, hop, avant, qu'est-ce qui se passait? On avait une boîte qui n'avait pas, on peut même aller, on va dire, hop, de 2013 jusqu'en, allez, hop, 2019, on n'est que sur du 5% de croissance. Pourquoi? On avait très peu de gens qui étaient diagnostiqués et on avait comment dire, deux acteurs qui étaient au coude à coude, ResMed et Philips. On a eu, on dézoome, ResMed qui s'est pété la gueule dans les environs 2020. Et on a vu une envolée tout simplement des bénéfices. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a ResMed qui a pu augmenter ses marges. Donc il faut le prendre en compte. Il ne faut pas croire que ResMed pourra faire du 20 ou 30% d'augmentation de bénéfices par an. C'est pas possible. Les marges, maintenant, je vais vous expliquer pourquoi ils les ont verrouillées et comment ils l'ont fait, et c'est très intelligent de leur part. Mais justement, c'est pour ça que moi, je prédis une croissance des revenus de environ 10% par an sur les 5 prochaines années. Je pense que c'est largement faisable. Et les bénéfices, ça va tourner autour de, à mon avis, 12 ou 13% par an d'augmentation. Ça va être difficile pour eux de faire plus. Les free cash flow, on va aller voir, il y a pas mal d'augmentation aussi de ce côté-là. Et justement, on va passer aux marges. Pourquoi ils ont été intelligents? Ils ont réussi à augmenter leur marge brute. Donc on a tout simplement des produits qui sont fabriqués et qui coûtent moins à l'entreprise. Mais là où ils ont été vraiment smart, c'est qu'ils ont ils ont augmenté de 10 points leur marge opérationnelle. Donc la marge opérationnelle, c'est quoi? C'est les salaires, les bâtiments à payer, toutes les factures inhérentes au business. Ils l'ont augmenté de 10 points. Et pourquoi je dis que c'est vraiment smart? Parce qu'on va le voir, ils ont tout simplement doublé leur nombre de salariés. Donc même en doublant leur nombre de salariés, ils ont réussi à augmenter de 10 points leur marge opérationnelle. Et ce qu'il faut comprendre à chaque fois, c'est que la marge OP et la marge nette sont très proches dans les, comment dire, dans les business que j'ai dans ma poche quality. Pourquoi? Parce que je veux des boîtes qui ne sont pas trop endettées. Et justement, ResMed, on ira le voir du côté de la dette, mais c'est très bien, parce que la différence entre la marge OP et la marge nette, c'est les intérêts et les impôts. Donc plus vous augmentez votre marge OP dans des boîtes qui ne sont pas full endetté, bah vous augmentez mécaniquement votre marge nette. Donc on l'a vu, il y a une augmentation du CA qui est certaine sur les 5, même 10, 15, 20 prochaines années. On a vraiment, et c'est très rare hein, d'avoir des boîtes où on peut dire à 100%, on a des revenus qui vont augmenter, on a des bénéfices qui augmenteront, et on a une boîte qui a été très smart pour augmenter ses marges. Donc là, on est vraiment dans le genre de business résilient, dans le genre de business anti-fragile, les amis. Donc voilà ce qu'on pouvait dire autour des marges. On peut aller voir la marge aussi des free cash flow. Sur les 5 dernières années, hop, on va aller la voir. Donc hop, on a eu une baisse en 2022, on va aller la voir pourquoi on a une baisse des free cash flow. Il y a eu énormément de R&D qui ont été créés.
Et on voit que depuis 3 ans, une fois qu'on a eu d'énormes investissements, on voit que c'est une boîte qui a très bien travaillé. On a des marges de free cash flow de 32%, c'est impressionnant. Les retours sur capitaux, on va enlever tout ce qui ne m'intéresse pas. Moi, je regarde que le ROIC et on voit que depuis 10 ans, c'est une boîte qui travaille très bien. Donc, il y a eu des petits, la petite samba du Brésil, mais sinon, c'est vraiment en croissance. Sur les 3 dernières années, pareil, hein, ça suit vraiment le boulot qu'ils ont fait. Et en dépenses, on va aller les voir ici. On a eu énormément de R&D sur 2022, on a eu énormément de rémunération en actions, ils ont fait venir des mecs, des cerveaux pour leur système logiciel. Donc on a eu du CAPEX, on a eu énormément de R&D. Derrière, est-ce que ça a créé de la valeur? Oui, on l'a vu en termes de free cash flow, on l'a eu en termes de marge, on l'a eu en termes de, comment dire, de marge de free cash flow. Donc oui, c'est une boîte qui sait investir, et quand on investit, on a des retours sur ses investissements. Donc là, on peut leur faire confiance là-dessus. On va aller voir la dette aussi. Hop, on va se mettre en trimestre, elle est beaucoup plus parlante cette dette. On va aller voir que c'est une boîte qui a été un moment hyper endettée. Et le cours de bourse a réagi aussi là-dessus. Est-ce qu'on peut avoir la dette, s'il vous plaît? Hop, on va se mettre ici. Hop, on va se mettre sur les 5 dernières années. Donc voilà. On a nos investissements énormes en 2022, donc payés en partie par la dette, en partie par les free cash flow. Et le board n'a pas fait de rachat d'actions, a très peu augmenté son dividende. Par contre, ils ont dit quoi? On baisse notre dette et derrière, on fera du rachat d'actions, on donnera du retour aux actionnaires. Donc ils ont baissé leur dette, hein, totalement. On est passé de 2 milliards à 1 milliard de dette, mais surtout, ils ont augmenté la trésorerie. Donc aujourd'hui, c'est une boîte qui n'est pas endettée, c'est une boîte qui a beaucoup plus de trésorerie que de dette. Donc la dette est à zéro, il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, je l'ai investi, j'ai dit que sur des boîtes qui avaient que 2,5 de dette en moins. Donc là, j'aurais pas été peut-être chercher de l'investissement ici, je me serais posé plus de questions. Là, maintenant, je peux y aller tranquillement. Les actions en circulation, on va aller les voir ici dans dividendes. Le board a clairement dit, hein, c'est 600 millions de rachats d'actions. On peut voir qu'en 2025, on n'était qu'à 225 millions de rachats d'actions. Ils vont passer la seconde. Pourquoi? Bah, ils ont d'abord dit, on réduit la dette. Une fois qu'on a réduit la dette, on vous donne des dividendes. On fait simplement du rachat d'actions. Donc clairement, ça, c'est un board qui travaille bien. Les dividendes, ils leur coûtent 330 millions. On a 3 fois ce montant, 6 fois ce montant, pardon, en free cash flow. Donc le dividende n'est pas du tout un problème. Les employés, bon, ça a augmenté. Pas un problème pour moi non plus, vu ce qu'ils ont été capables de faire dans le marge OP. Le dividende, justement, on a un payout ratio de 22%. Ce qui est bien, c'est qu'en faisant du rachat d'actions, ils peuvent augmenter drastiquement comment dire, leur dividende sans que c'est un trop gros payout ratio en effaçant tout simplement des actions. Donc voilà, le dividende était en augmentation de 9% entre guillemets. Mais on peut s'attendre à ce qu'il soit de 10% sur les 5 prochaines années. Là, comment dire, ça m'étonnerait pas du tout. Même si moi je préfère beaucoup plus de rachat d'actions que d'augmentation du dividende. Mais voilà. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que leur super ROIC est supérieur je vais y arriver, à leur ROIC historique. Donc on a une boîte qui travaille très très bien récemment par rapport à l'historique de l'entreprise. Donc ça, c'est une boîte qui arrive à faire croître ses revenus, c'est ce qu'on veut. On a une prédictibilité de 97%. Bon bah je l'ai expliqué, on a vraiment une prédictibilité de dingue sur la boîte. Là, on est bien au-dessus des gens qui vous disent oui, mais Hermès, c'est du luxe, c'est prédictible, machin. Non. Là, pour moi, on a une boîte anti-fragile, les amis. On a un WACC qui est largement en dessous du ROIC, etc. On n'a pas de problème. On n'a pas de problème de dette. On a des revenus d'operating cash flow en augmentation comment dire, de plus de 20% sur la dernière année, quasiment 17% sur 10 ans, donc c'est très très bien aussi. Donc là, moi, les chiffres, je n'ai aucun souci là-dessus, les amis. On va voir maintenant côté valorisation. Et côté surtout conclusion, les amis, on va aller voir ça ensemble. Hop, moi, ma conclusion, je pense que vous l'avez compris, mais hop, on va se mettre ici. Ma thèse d'investissement, clairement sur SMED, repose sur une conviction centrale et j'ai une conviction. L'entreprise n'est pas seulement résiliente, elle est antifragile. Là où le marché voit des menaces, moi je vois des accélérateurs. Un marché pour moi qui ne fait que commencer, on l'a vu, on a quasiment 800 millions de gens qui ne se sont pas fait encore diagnostiquer. Donc clairement, on a un vent en poupe pour ResMed. Les médicaments, pour moi, c'est un catalyseur qui, au lieu d'être une menace, est un catalyseur de croissance. Pour moi, en 3, j'ai nommé le bazooka des données face à la concurrence. Même un retour agressif de Philips ne saurait ébranler l'hégémonie de ResMed. Avec 21 millions d'appareils connectés, ResMed dispose d'un véritable bazooka de données par rapport à Philips qui n'a pas cette base-là. Et en 4, ma stratégie portefeuille et valorisation. Je suis rentré, moi, avec un PRU sur SMED de 229 $, un petit peu avant que j'enregistre cette vidéo, pour 11 actions avant les résultats, je crois qu'ils sont le 30 avril, je verrai ce que je fais après.
Positionnant ResMed dans la poche quality du portefeuille. Clairement, donc avec le programme de rachat d'actions, l'entreprise effacerait 1,64% d'actions par an. Donc en fait, j'ai fait 3 scénarios où je vise 12% de rendement par an. Un scénario vraiment catastrophique où je donnerai un prix final de ResMed à 185 dollars et je vais vous montrer pourquoi. Il est catastrophique parce qu'en fait, avec des rachats d'actions d'1,5, on va dire, on va formuler ça facilement, on aurait des croissances de free cash flow organique de pas 5% du coup, mais de 3,5%. Donc une augmentation seulement de 3,5% des free cash flow sur 5 ans, un peu final de 20. Vraiment, le scénario vraiment pourri. On aurait un prix juste autour de 185 dollars. Ok. Un scénario, on va dire, conservateur mais médian, avec 254 dollars de prix juste, 7% de croissance des free cash flow, donc 5,5% organique, 1,5% toujours grâce au rachat d'actions. Hop, et un PE final de 25. On aurait un prix juste autour de 254. Et moi, vous le savez, j'aime bien acheter mes boîtes entre le prix vraiment, c'est la fin du monde, et le prix médian, qui est toujours conservateur, et vraiment un scénario bullish où on est à 315 dollars de juste prix, 10% de croissance des free cash flow, un PE final de 27. Donc dans le scénario pourri, ça s'achèterait à 18 de PE, à 15 de PE sur les free cash flow et à 14 de price to free cash flow. Et dans mon scénario, on va dire conservateur mais médian, ça s'achèterait à 25 fois les bénéfices, à 20 fois les prix sur free cash flow et à 19 fois les operating cash flow. Sachant qu'actuellement, on va aller voir un petit peu côté valorisation les amis avant de se quitter. Hop, on va aller voir à combien ça s'achète et pourquoi il faut faire attention quand vous achetez vos boîtes. On va aller justement parler du cours. On va aller voir sur 5 ans. Sur 5 ans, beaucoup de gens, quand j'ai parlé de Resmed, m'ont dit ouais, sur 5 ans, ça me fait pas rêver. Ce qu'il faut comprendre, on va aller voir, hop, le 21 avril 2021. Donc, les gens qui ont acheté la boîte en 2021 à 205 dollars, à combien ils l'achetaient? À combien de métriques ils l'achetaient? On va aller voir ça. Les gens achetaient la boîte à 68 de PE. Donc, bien évidemment, même si la boîte est antifragile, même si la boîte est magnifique, t'achètes un business comme ça à 68, à 66 de PE, t'attends pas à faire du 12% par an. C'est complètement fumax comme stratégie. C'est complètement con. C'est pour ça que les gens qui regardent que le quantitatif en se disant, mais de toute façon, l'apnée du sommeil, c'est magnifique, ça va nous rapporter plus. Si tu ne regardes pas les métriques, justement les PE, et que tu ne fais pas ta thèse d'investissement, tu n'investis jamais comme il faut. Par contre, si tu as fait tout ce travail et qu'après tu as retrouvé un PE de 23 en 2023, hop, et qu'on va passer justement en 2023, on va voir ça. Voilà, on va dire, tu arrives là, 2023, tu achètes à ce moment-là, bah, tu as fait du 64% par an, tu as fait du 21% de croissance en CAGR. Pourquoi? Parce que tu as acheté au bon moment. Et justement, actuellement, la boîte, elle se paye 22 fois les bénéfices, 18 fois le forward PE, 18 fois les free cash flow et 17 fois les operating cash flow. On peut aller voir un petit peu l'historique en termes de PE, mais si on dézoome, au minimum, ça s'est payé 15 fois. Donc on est... alors le 15 fois, c'était peut-être en 2012 à mon avis, je vais peut-être pas le trouver ici, mais... Et sur les 10 dernières années, ça s'est payé seulement une fois à 22 fois quasiment, à 21 fois et demi au plus bas. Et actuellement, je le rappelle, on est à 22. Donc on n'est clairement pas sur une boîte qui est très chère actuellement. Pour un business antifragile, pour un business résilient, je trouve que c'est une bonne fenêtre d'entrée. En 2023, ça s'était payé aussi peu cher. Pourquoi? On avait énormément de dettes, on avait, comment dire, on avait ces questions sur les médicaments. Là, on n'a plus le problème de la dette et on a justement les médicaments en catalyseur. Donc pour moi, c'est vraiment une très belle fenêtre d'opportunité. Encore une fois, faites vos propres recherches. N'investissez pas par rapport à ce que je vous dis. Je peux vous dire peut-être n'importe quoi, ça c'est à vous de faire vos propres recherches. Pareil pour les prix to free cash flow. Actuellement, bah, ça se paye, je l'ai dit, 18 fois. On est passé au plus bas dans les 10 dernières années à 16 fois, sachant qu'il y a 10 ans, on n'était pas du tout sur le même nombre du diagnostic. Donc là, on a vraiment le vent en poupe. Donc clairement, moi, pour moi, c'est une très bonne. Même en 2023, je crois que ça se payait pas. Ça se payait plus cher en 2023. Il y avait pas beaucoup de free cash flow. Ouais, ça se payait 38 fois les free cash flow en 2023. Donc ça se payait quand même assez cher, même si on avait de la croissance attendue. Et ça sera pareil pour les operating cash flow. Voilà les amis ce que je pouvais dire moi sur le titre. Clairement, on peut aller voir la matrice, mais si je rentre, enfin je suis rentré moi à 7% de croissance de multiples, donc encore une fois 5% et demi en organique, 1% et demi de croissance parce qu'il y aura du rachat d'actions. Donc je peux me tromper peut-être sur le PE, la croissance, enfin le multiple final, pardon, mais on voit que même si je me trompe au niveau
du PE, si on reste hop, à 7% de croissance, on pourrait très bien sortir à 12% de croissance par an avec un multiple final de 23. Donc on voit que je me suis largement couvert. Et les PE multiples de 23 sur la société, ils sont très peu nombreux. Donc je trouve que la boîte est actuellement comment dire, assez bien valorisée par rapport à son historique. C'est sûr que le cours sur 5 ans, ça fait peut-être pas rêver, mais là, on était vraiment sur une énorme bulle. Et là, on revient sur des. D'ailleurs, ça se trompe, on se trompe pas, hein, mais quand on regarde la moyenne mobile la moyenne des 200 jours, on n'a pas eu beaucoup d'opportunités d'achat. Il y a eu cette opportunité sur 2023, mais je trouvais que la boîte, elle était beaucoup endettée. Elle était chère par rapport au free cash flow, etc. Et on avait comment dire, on avait vraiment cette problématique de médicaments. Là, on a effacé le problème de la dette, on a effacé la problématique de médicaments, et on est maintenant encore sous la moyenne des 200 jours. Donc pour moi, on a vraiment comment dire, toutes les fenêtres d'achat qui s'ouvrent. C'est pour ça que je suis passé à l'action sur cette petite action qui est ResMed, les amis. On ira voir justement les résultats le 30 avril. Je ferai peut-être une vidéo ou un short pour regarder un petit peu ce qu'on nous explique, à savoir que peut-être que je re-rentrerai avant les résultats, peut-être que je rajouterai quelques actions. Je verrai, les amis. Je vais me laisser un petit peu de temps à voir un petit peu ce que l'action fait aussi. Entre-temps, si vous avez aimé ce deep dive, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Discord, à rejoindre mes réseaux sociaux. Ça m'aide énormément à mettre un petit pouce et à commenter cette vidéo. C'était Turbo. C'était Logic Invest, les amis, et n'oubliez pas une chose ultra importante, investir est une formidable raison d'être heureux.